Car les molécules dont on parlait justement précédemment sont un petit peu ce que vous dites comme des syllabes. Et on va les associer pour justement créer le langage des odeurs. Parce que la plupart de ces, des odeurs que nous percevons sont en fait des mélanges complexes. Dans l'arôme d'un fromage, qu'il s'agisse d'un comté, d'un Münster, d'un Livaro, dans cet arôme de fromage, il y a des dizaines et quelquefois des centaines d'espèces moléculaires différentes. De même, dans l'arôme d'un vin, un Côtes-du-Rhône, c'est quelques centaines d'espèces chimiques différentes. Mais est-ce qu'on les détecte toutes, ces molécules, ou on sélectionne? Est-ce que notre odorat est sélectif ou est-ce qu'on justement on arrive à détecter toutes les odeurs qui nous entourent? C'est une question d'entraînement. Un nez chez un parfumeur, c'est-à-dire quelqu'un qui compose un parfum, a dans son répertoire mental des milliers de molécules différentes. Alors justement, tiens, pour bien comprendre, ça c'est intéressant, c'est pour bien comprendre comment notre nez détecte les odeurs, vous utilisez dans votre livre une image alors, qui va nous permettre de mieux comprendre cette image des coffres-forts que nous aurions finalement dans, dans nos fosses nasales. Alors expliquez-nous justement le principe de ce coffre-fort avec les serrures et les clés, vous allez voir, c'est très compréhensible. Eh bien, lorsque vous allez dans votre banque et que vous demandez à être admise dans la salle des coffres parce que vous voulez aller chercher une boucle d'oreille qui a une grande valeur sentimentale ou une grande valeur tout court pour vous, on vous accompagne et devant le coffre, vous allez composer un code qui va vous permettre d'ouvrir ce coffre-fort. Alors, dans le nez, comment ça se passe? Dans le nez, nous avons également des coffres-forts, des récepteurs qui sont des protéines. Il y en a des millions, comme on le disait tout à l'heure, 5 millions environ chez l'homme, mais bien davantage chez le chien ou le chat. Et donc, ces millions de récepteurs appartiennent non pas à une demi-douzaine de catégories différentes, mais à des milliers de catégories différentes. C'est-à-dire qu'il y a un récepteur pour l'odeur de l'ail, l'alicine ou l'aline. Il y a un récepteur pour le butyrate d'éthyle. Tout est programmé. Les différentes odeurs, finalement, on parlait tout à l'heure que l'odeur était un langage, tout est apprentissage. On a programmé justement toutes les deux odeurs qu'on a pu apprendre, qu'on a pu détecter, apprendre à décrypter. Oui, vous avez dans votre nez cette installation extrêmement riche de récepteurs. Et donc, lorsqu'une molécule déterminée arrive dans les fosses nasales, elle va se fixer sur l'un ou l'autre de ces récepteurs, ce qui va à ce moment-là déclencher un petit signal électrique vers le cerveau pour dire le coffre-fort numéro 453 388 vient d'être activé. C'est l'odeur de l'ail dont Daniel Kieffer nous a parlé et qui nous est tellement sympathique. Ou bien, ça sera une odeur participant de l'odeur de rose et à ce moment-là, cela évoquera de tout autre souvenir. Donc, nous avons cette panoplie de détecteurs qui nous permet de percevoir toutes sortes d'odeurs et leurs mélanges. Car bien sûr, dans les mélanges, les odeurs se font ressortir les unes les autres, un petit peu comme dans l'orchestre. Eh bien, lorsque vous avez le corps qui répond à la contrebasse ou à la mandoline, je prends des exemples un petit peu abracadabrants, à ce moment-là, ces contrastes de timbres se font ressortir les uns les autres et vous écoutez la mélodie de manière beaucoup plus intéressée et étant donné ces timbres sonores qui se font ressortir les uns les autres. Est-ce vrai que les femmes sont plus sensibles aux odeurs que les hommes? Oui. Pourquoi? Est-ce une histoire d'hormones? Est-ce une histoire d'anatomie? Est-ce que... Oui, alors, allez-y, oui. Je ne pense pas qu'on ait élucidé la raison précise de cette différence entre les sexes. Il est bien possible que cela soit quelque chose d'acquis depuis les cueilleurs-chasseurs du néolithique et que les femmes restant au foyer, s'occupant de la cuisine et de ce fait développer une plus grande sensibilité olfactive que les hommes qui, eux, étaient en pleine nature, dans un air
moins saturé en composantes odorantes. Alors, affaire d'apprentissage, l'odorat, mais aussi affaire de culture, puisque vous dites dans votre livre que si les Britanniques affectionnent la lavande, les Chinois, eux, en ont horreur. C'est une affaire culturelle. Comment vous expliquez justement qu'on n'ait pas le même ressenti par rapport à une odeur, que certains, finalement, vont déceler une odeur qui leur est désagréable et d'autres vont justement apprécier l'odeur? Eh bien, parce qu'il s'agit d'un apprentissage, comme maintes autres choses, comme la langue parlée. Je reviens sur le fait que les odeurs constituent un langage. Et il suffit de traverser la Manche pour se rendre compte que le répertoire olfactif diffère un petit peu d'une autre. Par exemple, les Anglais sont extrêmement friands d'un condiment qu'ils appellent marmite en français, si vous voulez. Et je connais peu de Français qui l'affectionnent. D'un autre côté... Côté culturel, mais par exemple... l'éducation. C'est une question d'éducation, oui. Même entre Français, par exemple, on imagine, même culture. Et pourtant, il y a des personnes, alors il y a des odeurs qui font l'unanimité, tant concernant leur puanteur, par exemple, les pieds ou la transpiration. Il y a des odeurs qui divisent. C'est-à-dire, il y a les pros, par exemple, gasoil et les contre-gasoil. Il y a des gens qui apprécient beaucoup l'odeur du gasoil, d'autres pas. L'eau de Javel, la même chose. Comment vous expliquez... Et le cigare. Le cigare, ou la cigarette même. Oui. Alors, comment vous expliquez, justement, qu'on n'ait pas le même ressenti? Est-ce qu'on sent la même chose ou pas? Ben, nous sommes différents les uns des autres. Encore une fois, cela remonte à la différence entre nos génomes. Le fait que nous percevions et nous ressentions les odeurs de façon différente les uns des autres, c'est de la même manière que nous n'allons pas avoir les mêmes maladies les uns et les autres, parce que les gènes pathologiques que nous avons chacun diffèrent entre les personnes. C'est aussi la raison pour laquelle notre réponse aux médicaments va différer d'une personne à l'autre. Il y a des personnes chez qui un médicament va être extrêmement actif, chez d'autres très peu, et puis chez d'autres encore aura des effets négatifs et des effets secondaires qui vont prohiber son emploi. C'est parce que nous avons des compositions génétiques qui sont extrêmement différentes les unes des autres, et cela fait aussi que certaines personnes ne perçoivent pas toute une gamme d'odeurs. Il y a des anosmies, c'est-à-dire des gens qui sont comme des daltoniens pour la vue, et qui sont incapables de percevoir telle ou telle odeur. Est-ce que ça se rééduque? Est-ce qu'on peut... Ça se rééduque, oui. On apprend justement à décoder? On enseigne comment reconnaître telle ou telle odeur en soumettant la personne de façon répétée à cette odeur et en diminuant petit à petit le seuil de concentration de façon à ce que l'odorat soit entraîné. Alors, question totalement comme ça qui vient abrupte. Pourquoi deux narines? Est-ce que chaque narine a une raison d'être? Est-ce qu'une détecte les mauvaises odeurs, l'autre les bonnes odeurs? Pourquoi deux narines? Je pense deux narines. Parce que je me suis dit dans l'essence, on a deux oreilles, on a deux mains pour le toucher, deux yeux, deux narines et une seule bouche. Oui. Alors pourquoi deux narines Je pense que c'est pour pouvoir flairer. Encore une fois, nous remontons à la préhistoire et au paléolithique et aux chasseurs-cueilleurs de cette époque. Il était très important pour eux, ils suivaient la piste d'un animal et il était important de savoir si l'animal était plutôt de ce côté-ci ou plutôt de ce côté-là. Mais est-ce qu'on sent la même chose? Je me tourne vers vous parce que la question s'adresse aussi à la vétérinaire. Mais non, je pense qu'il y a plus un grand nombre d'orientations olfactives à droite et à gauche. Mais est-ce que nos deux narines détectent la même odeur? Ou est-ce que l'une peut justement détecter une odeur différente de l'autre? Je pense que le cerveau, comme pour les yeux, analyse les signaux différents venant de chacune des deux narines, comme il le fait pour les yeux, de manière à pouvoir déterminer non seulement quelle est l'odeur, mais aussi la direction dans laquelle cette odeur est la plus forte. Donc, de la même façon que les deux yeux nous permettent la vision en 3 dimensions, les deux narines nous permettent aussi la détection des senteurs pluridirectionnelle qui est importante. Parce qu'elles font chacune des narines fait parvenir finalement l'odeur au cerveau de manière totalement indépendante.
Oui, oui. Et puis de plus, pensez à ce qui se passe lorsque vous enrhumez. Très très souvent, une ça, je narine sais s'enrhume actuellement. avant l'autre. Oui, oui. Mais oui, le débouché, c'est ça. Oui. S'il y a toujours une narine. Oui, oui. Alors justement, tiens, nous sommes allés, avant notre rencontre, vous interpeller sur les odeurs qui vous inspirent et celles qui vous incommodent. La réponse en images, reportage Marion Prosperi, Julien Anceau. Mon odeur préférée, c'est Chalimard. J'aime bien l'odeur du frais, du citron. Voilà, ça j'aime bien. J'aime bien la rose aussi, j'aime bien sentir les roses. J'aime bien les fleurs, j'aime bien sentir des parfums mais qui ne soient pas trop piquants. Oui, le parfum de ma mère. Les sous-bois, les champignons. L'herbe coupée. Je trouve que c'est la fraîcheur avec un peu de rosée le matin. J'adore cette fraîcheur qui est naturelle. Celle des bois aussi, vous voyez, lorsqu'on marche sous la pluie, il y a des odeurs qui ressortent, qui sont tout à fait naturelles et que j'aime bien, quoi, tout simplement. La puanteur, les égouts. Puis je ne vais pas dire le reste. Le vomi. Le soufre, je pense que ça sent pas très bon. Cette odeur qu'on appelle odeur d'œuf pourri, par exemple. Des poubelles qui soient pas... Qui soient, je veux dire, sur la voie publique pendant 2-3 jours, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que c'est horrible, quoi, je veux dire. Les aisselles. Ah, le fromage. Il y en a une auquel je ne tiens pas du tout, c'est l'odeur des hôpitaux. Je déteste. Les odeurs de nécrose, enfin des odeurs voilà, qui évoquent directement la morbidité, quoi. Le métro, c'est pas une référence au niveau de... C'est bien connu, hein, je veux dire. Un souvenir particulier comme odeur, le caramel, mon enfance. Voilà, les choses qui grillent à la foire, là, les pralines. Voilà, ça. Et puis maintenant, souvenir particulier, les odeurs orientales, parce que j'ai pas mal voyagé, voilà. La madeleine. Enfin, le gâteau, je sais pas si c'est la madeleine, vraiment, c'est le gâteau. Parce que ma grand-mère en faisait quand j'étais petit, en vacances, voilà, quoi. Voilà, on a retrouvé l'arrière-petit-fils de Marcel Proust, hein, certainement. Alors tiens, et vous, Daniel Kieffer, les odeurs qui vous séduisent, celles qui vous rebutent, celles qui peut-être vous rappellent un souvenir ou un désir, peut-être, le parfum, les odeurs sont très très liées à notre monde émotionnel, c'est essentiel ça. C'est vrai que les molécules arrivent sous forme biochimique, mais elles contactent la partie subtile de notre être et à nos mémoires, à nos souvenirs sont liées des émotions et des odeurs. Des images. Voilà, qui viennent se greffer, ouais. Moi, je suis particulièrement sensible à des odeurs d'huile essentielle. Non, je ne me parfume pas à l'ail, non. L'aromathérapie, d'ailleurs, mais on peut en parler. L'aromathérapie, on l'utilise au quotidien. L'olfactothérapie aussi, qui permet d'être entre cette rééducation des odeurs et puis cette exploration aussi de l'univers émotionnel via le flair des huiles essentielles. Comme s'il y avait, en fait, avec toutes ces huiles essentielles, elles-mêmes contenant 200-250 molécules à chaque fois, pour la plupart, des registres de mémoire et on était en train de chercher des concordances. Et généralement, on a une mémoire liée à une molécule naturelle. Là où on peut s'interroger peut-être, c'est sur l'arrivée sur le marché de molécules de synthèse qui sont de plus en plus nombreuses avec les parfums synthétiques. Et puis les pollutions, et pas seulement le tabac, qui donnent en permanence des informations plutôt négatives ou désagréables et qui nous coupent, qui tendent à nous fermer un petit peu de ce sens tellement instinctif et précieux qu'est l'odorat. Au point d'ailleurs parfois de détecter davantage les mauvaises que les bonnes odeurs. Laetitia, allez, les odeurs qui séduisent. Les odeurs, bien sûr, les fleurs, et puis tout ce qui est nature. Voilà, il a parlé du sous-bois, les odeurs. Oui, d'ailleurs, quand on en a parlé, on s'y croyait. La prairie, le foin, bien sûr, tout ce qui évoque, pour moi, parce que les animaux de rente aussi, les vaches, parce qu'il y a le foin, les chevaux aussi, les chevaux. Moi, toutes ces odeurs de campagne me plaisent bien. Alors justement, tiens, on va revenir. Alors certainement, ça a dû vous arriver quand notre odorat sature. C'est-à-dire, par exemple, quand on est interpellé par une forte odeur, on rentre dans une pièce, une odeur assez forte. Comment vous expliquez qu'à partir d'un moment, on ne ressent plus cette odeur, qu'on ne la sent plus? C'est très rapide. La saturation s'installe au bout de quelques instants. C'est tout simplement que les récepteurs dont nous parlions tout à l'heure sont occupés et par conséquent, on ne sent plus l'odeur. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un gros argument à l'encontre de l'aromathérapie. Le fait que la sensation olfactive disparaisse aussi rapidement. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière parce que ma voisine Laetitia parlait de ces odeurs de campagne. Ce que je porte en ce moment, c'est un parfum qui s'appelle Sable.
d'Annick Goutal. Annick Goutal est originaire de l'Aubrac. Et je veux raconter l'anecdote parce que je la trouve très très belle. Je m'achète ce parfum lors d'un passage à Paris. Je rentre à la maison et ma femme, qui a le nez très fin, me dit « C'est curieux, tu sens l'Aubrac ». L'Aubrac, c'est ce plateau qui culmine à 1300 ou 1400 mètres d'altitude, qui fait face à la Margeride, qui est à la jonction de la Lozère et de l'Aveyron, de grandes landes avec des pâturages. Et donc, ce lieu a une odeur très particulière, tout à fait unique, que j'apprécie énormément. Alors, vous parlez de l'odeur du parfum, d'un paysage, et nous? Est-ce que nous portons une carte d'identité corporelle? Bien entendu. Oui, on a une odeur singulière, bien sûr, propre à chacun? Oui, absolument. C'est ce qui nous fait chavirer d'ailleurs. Une femme, quand on est avec notre bien-aimé, c'est son odeur. Donc sans et le pas savoir, forcément son parfum. Sans le savoir, on est attiré par une odeur qui émane de chacun de nous. Sans le savoir et en le sachant aussi. C'est une sorte de communication, tiens. Oui. L'odeur de la peau surtout. L'odeur de ces différentes sécrétions qui constituent une personne. Alors tout à l'heure, on parlait, très rapidement de ces expressions qu'on retrouve qui font référence à l'odeur, à la senteur. On dit avoir du nez, mener quelqu'un par le bout du nez, ne pas être en odeur de sainteté. Et c'est vrai qu'on associe souvent l'odeur à quelque chose de négatif. On fait souvent ce parallèle entre la mauvaise odeur et la symbolique de la psychologie. Par exemple, cette personne est puante, ou cette personne, je ne la sens pas. Comment vous expliquez ce parallèle entre l'odeur et la psychologie référence à une personne? Tout simplement parce que l'olfaction est un sens extrêmement archaïque, que parmi les organes des sens, on pourrait dire que l'odorat est celui qui nous ramène au plus près de notre être animal, de notre être biologique. Et par conséquent, lorsque nous avons des sentiments violents, nous avons tendance à les exprimer en termes olfactifs plutôt qu'en termes visuels. Alors restons modestes, parce que comparé aux animaux, nous avons finalement que très peu de récepteurs. Les chiens, 220 millions de récepteurs, 5 millions chez l'homme. Alors Laetitia Barlerin, c'est le chien ou le chat qui a le meilleur flair? Le chien, bien sûr. Et on utilise d'ailleurs le flair du chien pour détecter différentes choses. Mais c'est vrai que le chat aussi a beaucoup plus de flair que nous. Et d'ailleurs, nos animaux de compagnie vivent dans un monde d'odeurs. Et c'est très difficile quand je dis, pour expliquer comment l'animal nous voit ou comment il vit, parce que s'imaginer que dans un monde d'odeur, c'est très difficile pour nous, puisque nous, comme on disait, l'odeur est devenue un sens primitif, c'est ça, alors que l'image est beaucoup plus importante pour nous. Donc les animaux se repèrent aux odeurs. Vivent dans un monde d'odeur, nous sommes une odeur aussi pour eux, nous sommes aussi une vision, mais nous sommes aussi une odeur, et les chiens ont, alors nous on a 3 cm², il me semble, de surface olfactive, les chiens en ont 150 et les chats 40 cm². Donc ils en ont moins que les chiens, mais ils en ont beaucoup quand même. Donc c'est très important pour eux les odeurs. Et on a aussi une autre chose, c'est que les chiens et les chats ont un organe qui s'appelle l'organe voméronasal, qui est un organe qui détecte les phéromones. Ce sont d'autres substances beaucoup plus petites, volatiles, c'est des substances qui sont spécifiques d'espèces et que nos chiens et nos chats sentent, détectent et qui agit sur eux. Alors, chez l'homme, cet organe est rudimentaire et on ne sait toujours pas s'il est encore fonctionnel. Non, il a disparu. On le trouve chez l'embryon, on mais le trouve ensuite... encore, mais il semblerait qu'il soit encore rudimentaire, mais qu'il soit fonctionné ou pas, on ne sait pas. Il n'est pas fonctionnel chez l'adulte. Il a disparu et c'est une grande perte à mon sens. Sûrement. Alors, on parlait de 220 millions de récepteurs olfactifs chez le chien. Alors, les 220 millions, ce sont certaines races. Parce qu'il faut savoir une chose, on a souvent dit, on croit que le flair, on sait que certains chiens ont plus de flair d'odorat que d'autres. D'ailleurs, ils sont utilisés par exemple pour la chasse. Et on pense que c'est une affaire d'éducation ou voire de famille. Donc c'est surtout une affaire de race d'abord. Et c'est une affaire aussi de longueur de nez. Plus le nez est long et plus le chien a un flair développé. Le berger allemand a environ 220 millions de cellules, de récepteurs olfactifs, alors que le boxer, qui a un nez écrasé, en a 140-147 millions.
Bon, l'homme, c'est 5 millions, c'est ça? Oui. Donc, bon, il est encore, le boxer est encore, a encore un odorat très très développé. Mais c'est vrai que les chiens qui ont le nez écrasé, alors je les appelle les chiens au nez écrasé ou les brachycéphales, les boxers, les bulldogs, les carlins, etc., qui ont un nez qui est beaucoup plus court, ont une surface olfactive qui est moindre et ont un odorat moindre. D'ailleurs, vous ne voyez pas de boxers à la chasse, hein, on ne prend pas des bulldogs non plus pour aller repérer des personnes ensevelies sous la neige. Hein. Donc on choisit plutôt des chiens comme le berger allemand, comme le malinois, qui sont des chiens qui ont vraiment un grand nez et qui peuvent détecter. Alors ils ont une mémoire de plus de milliers d'odeurs différentes. Les chiens, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors on parle pour les chats en général, vous savez, des moustaches. On dit que si on coupe les moustaches, que finalement, ils n'ont plus cet odorat. Ah, ça n'a rien à voir. L'odorat n'a rien à voir. Vous voyez, encore une idée reçue, donc voilà. Ça tombe bien, tiens. C'est-à-dire que... Sans idée fausse sur votre chat et votre chat, voilà, à lire absolument. Non, les moustaches viennent en complément de l'odorat plutôt. Les moustaches sont comme des radars qui détectent des mouvements d'air, qui détectent aussi des objets, puisque c'est un sens tactile. Hein, la moustache, c'est un grand poil qui est très sensible. Hein, ce sont les vibrisses, c'est le nom des moustaches. Alors, quand il y a une odeur, par exemple, quand le chat a une odeur de gamelle, sa gamelle, ou une souris, les moustaches lui permettent de s'orienter vers la source de l'odeur. Parce que l'odeur vient par le vent, enfin, est véhiculée par le vent. Et les moustaches permettent au chat de se diriger exactement vers l'endroit où il y a sa gamelle ou la souris. Alors, s'il n'y a pas de vent, on imagine. Le chien, il peut détecter à combien de mètres ou peut-être même de kilomètres. Est-ce que, par exemple, tiens, il y a beaucoup de chiens en général qui sentent l'arrivée de leur maître alors que le maître est encore à des kilomètres. Les odeurs sont des molécules qui sont volatiles, qui sont véhiculées par le vent, qui sont en suspension dans l'air. Donc bien sûr, si le vent est contraire, il ne va pas forcément sortir votre arrivée. Ça dépend aussi de l'humidité. Faut savoir, ça dépend de beaucoup de choses, les odeurs. C'est le maître cloisonné dans la voiture, le chien cloisonné dans la maison. Mais parce que le chien reconnaît d'abord l'odeur. Il vous reconnaît d'abord à votre odeur et après à votre physique. Par exemple, si le vent est contraire et si vous arrivez au bout du jardin dans la nuit, juste votre silhouette, si le vent est contraire, le chien ne va pas vous sentir, il va vous aboyer dessus. Puis après, il va vous sentir, il va arriver vers vous. Donc, c'est... Daniel Kieffer, il y a une information amusante, là, c'est que, bon, pour les animaux supérieurs, je ne sais pas, mais pour les insectes, les phéromones sont bien sûr des molécules aromatiques vitales de communication,